Bien, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de retrouver Gérald Brassine que j'avais déjà invité deux fois sur ma chaîne. C'était à l'occasion de ses précédents ouvrages. Il y avait ce livre, ce roman qu'il avait écrit, notamment sur l'enfer des réseaux pédocriminels, qui était un roman très fort. Et puis également, je t'avais reçu, Gérald, pour nous parler de la PTR qui est cette thérapie donc psychocorporelle qui utilise l'hypnose ericksonienne, l'hypnose conversationnelle stratégique, à la base Erickson, mais c'est aussi inspiré des travaux de Kate Thompson. Et donc on a fait toute une que tu connais bien, que tu connais bien cette approche puisque tu l'as suivi deux fois à la formation, tu t'en sers beaucoup. Oui, et je te remercie parce que c'est vraiment une approche extraordinaire pour surmonter le traumatisme, c'est-à-dire le titre de ton livre. Ouais. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es psychothérapeute depuis quand même 1975-1975. Tu es fondateur de l'Institut Milton Erickson depuis 1984 en fait. Et puis je te reçois aussi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est surtout pour ton livre que tu as écrit il y a plus ou moins 25 ans, je crois, un livre très pratique, plein de bon sens, que je montre à l'écran maintenant, qui est à l'intention essentiellement des parents. Faut-il parler de ça aux enfants? Qui est un manuel très pratique pour prévenir, surtout prévenir, mais aussi gérer, et puis détecter, puis gérer les abus sexuels. Alors, je voudrais commencer par dire juste deux chiffres, et puis parler un peu du contexte, puis je vais te laisser la parole. On est dans un contexte où il y a un enfant sur cinq qui est abusé. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre, tu le marques aussi. Un enfant sur cinq en Europe qui est abusé. Et 60% des enfants qui sont abusés le sont avant 10 ans. Donc, c'est assez incroyable. Et on est aussi dans un contexte général où il y a beaucoup de lanceurs d'alerte et d'associations qui tirent la sonnette d'alarme concernant l'éducation sexuelle des enfants, en parlant de dérives graves de l'éducation nationale, dans la façon dont l'éducation sexuelle est faite à l'école. Et derrière un but louable, bien sûr, qui est de protéger les enfants et de prévenir les abus, eh bien, on fait passer des messages idéologiques, notamment la théorie du genre. Ouais. Et puis, on peut voir là une sorte de dérive totalitaire de l'État. Je suis pas d'accord avec toi, Eric. Le but dans Evras, etc., n'est absolument pas de protéger les enfants contre les pédophiles. D'ailleurs, dans le bouquin belge édité par le gouvernement, 500 pages, tu ne trouveras pas un instant aucune idée qui est proposée à ces psychologues qui souvent vont dans les écoles pour tenter de protéger contre les abus. Donc, D'accord. si on est un peu paranoïaque, on va se dire, tiens, mais pourquoi? Mais oui, en tout cas, c'est annoncé comme ça, mais c'est pas le cas, effectivement. C'est là qu'on voit une dérive totalitaire de l'État, qui fait en plus de l'éducation sexuelle, de ce type d'éducation sexuelle, un enjeu énorme. Pour eux, c'est annoncé comme une priorité. Donc l'enfant, on dirait, ressemble à un sujet sexualisé qui est à éduquer. Alors, dans ce contexte, dans tout ce qu'on a dit, toi, tu as écrit ce livre depuis 25 ans avec un manuel très pratique. Et je commence par cette première question. Est-ce qu'il faut parler de ça aux enfants? Oh, écoute, moi j'ai deux grandes filles et bien sûr j'étais le premier utilisateur de mes propositions. Ces propositions découlent de 15 années de pratique et de formateurs des gens qui travaillent dans la protection de la jeunesse en Belgique, dans laquelle on reçoit énormément de cas. Comme tu l'as dit, je travaille comme psychothérapeute dans les traumas, bien sûr dans les traumas d'abus, puisqu'en tout cas en temps de paix, c'est une des choses les plus importantes, comme tu le sais aussi bien. Et donc, effectivement, très tôt, j'ai parlé de ça à mes enfants, toutes petites. Hmm. Maintenant, elles ont 30 et 27 ans, 31 et 27 ans. Et je me souviens d'un moment où nous étions à Sri Lanka et les deux filles, ma femme était dans la chambre, moi j'étais rentré en Belgique, c'était en Suisse d'ailleurs, et les deux filles vont voir un gentil jeune homme très mignon qui s'occupe de l'accueil d'un hôtel, un petit hôtel à Sri Lanka, quoi. C'est pas Hmm. beaucoup. Et donc, ce brave monsieur avait sympathisé gentiment avec nous aussi, comme de juste. Et puis, il a commencé à les caresser. Il y en avait Ah. une sur le comptoir et l'autre sur ses genoux ou juste à côté de lui ou un truc comme ça. C'était un bonhomme assez jeune, hein, et très mignon, très sympathique. Hmm. Et donc, pour faire d'une longue histoire quelque chose de très court, c'est instantanément, elles se sont jetées l'une en bas du comptoir et l'autre partie d'être à côté de lui, courir chez leur maman et dire à maman, oh, il y a ce bonhomme qui vient de faire ça. Pourquoi je prends cet exemple pour répondre à ta question? C'est parce que, en fait, il s'agit pour les parents de réaliser les chiffres que tu as donnés.
On connaît le chiffre en France d'un enfant sur 5 qui est répété, comme je l'ai dit dans ce bouquin que j'ai écrit à l'époque, tu t'imagines. Toi et Ouais. moi, en tant que psychothérapeute qui nous occupons beaucoup du trauma et qui avons un outil d'exception pour retrouver même les traumas oubliés, c'est important de le souligner. On se rend bien Ouais. compte que ces gens-là n'ont jamais pu apparaître dans les statistiques auxquelles Hmm. on fait écho, tu vois. Donc ça veut dire que le chiffre d'un sur 5 doit être très largement sous-estimé. Tout à fait. Si nous avons des parents qui nous écoutent et des grands-parents qui nous écoutent, ils devraient tout de suite se poser la question de savoir c'est est-ce que j'en parle aux enfants? Est-ce que je vais parler de sexualité adulte à des enfants qui n'ont pas de sexualité? On est bien Hmm. d'accord. Biléran parle de ça et surtout son maître à penser en la matière, le docteur Bruno, qui est Ouais. un charmant monsieur avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges, qui Ouais, me j'ai vu. disait si j'avais eu ce livre il y a 30 ans ou 25 ans, je dis, ben, c'est dommage, il existait déjà. La première parution, elle a lieu à Montreux, d'ailleurs. Hmm. Et donc, tu vois, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on se trouve devant un grand nombre d'abus d'enfants, mais un grand nombre. Le coût médical, le coût social est énorme. Je ne te parle même pas du coût affectif, parce que celui-là, toi et moi, on le connaît. Malheureusement, c'est notre pain quotidien, c'est des souffrances énormes, des dégradations de gens à tous les niveaux, au niveau personnel, psychologique, mais dans leur vie privée, dans leur vie de femme ou d'homme, dans leur vie professionnelle. Il y a des tas de gens qui étaient partis pour avoir une belle carrière, ils sont cassés, ils sont brisés. Et c'est très Ouais. rigolo parce que dans beaucoup de cas, ils ne vont découvrir la cause de ce lamentable parcours que bien plus tard. Hmm. C'est ça qui est amusant, parce que très souvent, moi, ce petit livre hein, qui est ici en papier, euh, il coûte 10 euros. Mais on ne le trouve plus dans les librairies, il est épuisé en papier. Par Ouais. contre, on le trouve sur Amazon. Tu sais combien il coûte sur Amazon? Il faut le télécharger sur son téléphone ou sur son ordinateur. Il coûte 3,90 € en bon français. Ouais. 3,90 comme disent les Français. Et donc, ce qui est important, c'est pas le prix du livre. Ce qui coûte très très cher aux gens. Et c'est pour ça qu'ils sont et que nous sommes co-créateurs de la pédophilie. Ou plus exactement, nous sommes co-créateurs d'un très très grand nombre de cas d'abus. Parce que simplement, les parents ne traversent pas ce qui semble être un Rubicon culturel. Hein, le Rubicon est un petit ruisseau à sec que les envahisseurs de Rome n'osaient pas franchir parce que émotionnellement, Hmm. décapiter Rome, c'était quelque chose de terrifiant, qui avait été si fort tellement longtemps. Et c'est clair que ce Rubicon dans la tête des parents et des grands-parents, dans notre culture et dans des cultures autres aussi dans lesquelles j'ai été vérifié, chez les bouddhistes, on n'en parle pas, chez les hindous, Hmm. on n'en parle pas, chez les musulmans, on n'en parle pas, chez les juifs, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pratiquement personne qui a le bon sens de prévenir ses enfants en matière de sexualité adulte, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'adultes ont des déviances, hein, des philies, et la pédophilie, c'est cette attirance pour les enfants. Et les parents ne font pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas de sexualité à leurs enfants. C'est aussi bête que ça. Mais c'est franchement assassin. Hmm. Et je le dis avec un aplomb énorme, parce que franchement, ou alors je le dis en riant, je dis, oh, pourvu que les gens continuent de ne pas faire ce truc qui ne coûte rien, c'est pas 3,90 €, hein, on s'en fout de ce truc-là. C'est, en nous écoutant, ils pourront se dire, mais oui, je peux tout de suite faire en sorte que mes enfants fassent comme les filles de Gérald Brattin, venir en parler. Et c'est une distinction énorme, Eric, par rapport à ce qu'on a, dans certains cas, promu, même en France et en Belgique en français, en flamand comme en français. On a donné des conseils qui venaient du Canada, que les Canadiens américains très pragmatiques ont changé assez vite. On disait de dire aux enfants, dites non. Mais on disait, dites non quand ton corps c'est ton corps et qu'on te demande des choses que tu veux pas et que tu n'as pas envie, que ça te gêne. Donc on parle jamais de sexe.
On ne parle pas de ce qu'ils ont entre les jambes depuis leur naissance. On ne parle pas de ce qui va faire courir leur vie d'adulte plus tard. Parce que la sexualité, c'est la vie, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais on fait des immenses cadeaux, comme disait mon ami Pierre-Yves Defosse, en faisant un vilain jeu de mots, c'est on fait le lit de la pédophilie simplement en s'abstenant de parler d'une sexualité chouette aux enfants. C'est-à-dire que s'il est pas... Oui, je t'interromps. Oui, vas-y. Excuse-moi, je t'interromps parce que là, c'est vraiment une immense idée. C'est la grande idée de ton livre et c'est un énorme recadrage. On prend une claque aussi. Nous sommes co-créateurs finalement de cette pédocriminalité par notre pudibonderie, notre silence. Il y a un passage que tu as mis dans ton livre où c'est marqué simplement, c'est la parole d'un pédophile repenti. Il dit, grâce à notre culture, une fois qu'un enfant avait été pris dans mes filets, il y restait pour longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire aussi, ce qui est encore le plus important, et on le voit tous les deux quand on fait des thérapies, c'est qu'un enfant se fait abuser par quelqu'un. Bien entendu, c'est dans l'entourage de la famille. Comment voudrais-tu qu'il en soit autrement, sauf s'il est placé dans une institution. Mais ça veut donc dire qu'il y a deux grandes illusions chez les gens normaux et sains, qui est, si jamais mon enfant se fait abuser, eu égard à la relation qu'il y a entre nous, je suis certain qu'il viendra m'en parler. Il me parle de tout et de ceci et de cela. Ça, c'est une des grandes illusions fondatrices qui est le grand cadeau fait aux pédophiles. Un policier, il n'y a pas longtemps, m'a dit, vous savez quoi, on a fait une perquisition chez un pédophile il n'y a pas longtemps, et sur quoi est-ce qu'on est tombé? On est tombé sur votre bouquin. Je dis, ah bon? Un pédophile? Et oui, qui me fait. Et je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est comme pièce à conviction, mais il est rempli d'annotations. Donc le pédophile se creuse tout le temps la tête et parfois il tend les pièges longtemps à l'avance. Mais combien de fois j'ai vu des mamans qui allaient beaucoup mieux parce que leur fille, elle avait par exemple beaucoup de beaux-pères, sont des abuseurs. Ils s'intéressent à la femme non pas pour elle, mais pour les enfants. Il fait un peu ce qu'il faut au début et puis après il n'a plus envie sexuelle. Et donc combien de fois n'ai-je pas vu carrément des mamans à qui j'ai demandé tout simplement, je dis tiens, et comme vous étiez avec ce bonhomme avant de vous apercevoir de ce qui se passait, à quelle heure vous allez dormir? Elle me dit, ah oui, c'est intéressant de poser la question. À cette époque-là, j'étais très fatigué tout le temps. Oh, 9h, 9h30, je ne tenais pas. J'avais le temps de faire la vaisselle, du souper, et j'allais au lit. Ah bon? Et maintenant, depuis que vous n'êtes plus avec ce monsieur-là? Elle me dit, bah oui, c'est marrant. Il est 11h, minuit parfois. Je dois quand même me lever le matin. Donc, tu vois, ce sont toutes des femmes qui sont droguées. Comme ça, il a les mains libres. Et donc, ce n'est qu'un exemple d'une stratégie conçue et réfléchie. C'est ça. Et l'autre illusion qui fait le lit et la lie de la pédophilie, c'est quoi? C'est si j'ai un pédophile à côté de moi ou dans mon entourage, je vais le reconnaître. La première chose que les psychologues qui connaissent bien la psychopathie, parce que dans la pédophilie, il y a toujours des éléments psychopathiques très élevés ou moindres, mais il y a toujours ça, disent à quoi est-ce qu'on reconnaît un pédophile, un psychopathe? C'est précisément au fait que même quand on lui fait passer un Rorschach, qui est un test de personnalité très pointu, mais vraiment très très pointu, si le psychologue le fait depuis longtemps et très très régulièrement, quand tu as affaire à un grand psychopathe, les personnes qui font ce métier-là disent on reconnaît le psychopathe au fait qu'on ne le reconnaît pas. Retour à la case départ. Ou qu'il a l'air un peu trop normal. Mais il répond parfaitement comme on attend qu'il réponde, quoi. Parfaitement. Il pense en regardant le Rorschach, donc c'est ces pliages dans lesquels il y a des taches d'encre qui font des tas de bestioles et des choses comme ça. Il dit vraiment, ils ont une qualité supérieure de se poser la question de savoir qu'est-ce que quelqu'un de pas comme moi répondrait à ça. Donc tu vois, c'est un exemple caricatural, mais il faut que les gens se rendent compte de ça. C'est que il y a deux illusions. Mon enfant m'en parlera. Il y a il y a un chapitre ici qui s'appelle les cadenas. Et les cadenas, qu'est-ce que l'abuseur fait pour faire taire l'enfant? C'est quasi toujours là. Sauf chez les pédophiles qui pratiquent depuis longtemps et qui savent que de 0 à 4 ans, si on dit à un enfant, range ta chambre, vide ta soupe, je ne fais pas trop quoi, l'enfant n'a aucune possibilité de dire non à un adulte. Pourquoi? Parce que les mamans et les papas disent toujours aux enfants, sois bien sage, j'ai fait ce qu'on dit, à l'école, à l'autobus, chez le curé, à la salle de gym, au yoga, n'importe quoi.
Le nombre d'abus qu'on voit dans les sports, mais c'est affolant. Le nombre de personnes que j'ai soignées, de professeurs de judo, d'aïkido, de tout ce que tu veux, et de curés. Et ça, c'est ça qui est fantastique. Parce que si on pointe le curé, c'est parce que les parents l'aiment bien. Si les parents aiment bien le curé, c'est parce qu'ils croient en Dieu. Si ils croient en Dieu, ben, ils pensent que le curé est forcément quelqu'un de très propre et qui a toutes ses valeurs chrétiennes. Ben, comme on le voit et comme les affaires n'arrêtent pas de sortir et qu'on fait encore en Belgique tout ce qu'on peut pour les garder cachés dans tout ce qui concerne les curés, c'est parce que les parents croient à ça. Donc l'enfant, lui aussi, s'il est un peu jeune ou qu'on ne lui a pas dit ce qu'il faut penser, pédophilie. C'est-à-dire si on n'a pas donné à l'enfant, non pas les briques du code pénal, mais le code pénal en résumé. Et tu sais, mon chéri, papa et maman, ils font l'amour et ils mettent le zizi dans la zézette et c'est très chouette, et tu vas voir. D'ailleurs, ça s'appelle faire l'amour. Quand on parle d'amour aux enfants, ils adorent ça. Oui, d'ailleurs, je te coupe parce que je vois que tu utilises des mots très simples. En fait, on n'est pas obligé, comme on semble le faire dans l'éducation sexuelle actuelle, des mots d'adultes, en fait, avec fellation, anulingus. On n'est pas du tout dans ce registre-là, en fait. C'est ça. Oui, donc, ce que tu expliques, comment leur en parler finalement? C'est avec des mots très simples. C'est ça que tu recommandes. Tout à fait simple. Et on parle d'amour. Et par exemple, pour parler d'amour, c'est chouette parce qu'en fait, on va dire aux enfants, mais voilà, quand papa et maman s'aiment très fort, ils s'embrassent et ils mettent le zizi dans la zézette, c'est vrai. Mais tu sais, c'est vrai qu'on a un enfant en faisant ça souvent, ou parfois. Mais en fait, les papas et les mamans, ils font ça plein de fois. Et donc, c'est ça qu'on appelle faire l'amour. C'est parce que c'est plein de tendresse, c'est plein de gentillesse. Et tu sais quoi, mon bonhomme ou ma petite fille? S'il y en a un des deux qui ne veut pas et qu'on le force à faire ça, ben c'est horrible. Donc, des gestes qui sont très gentils, qu'on appelle faire l'amour, si on l'impose à quelqu'un, ah ben c'est l'horreur. Et c'est ça qu'on appelle le viol. Les enfants, ah, le viol. Donc, ils ont souvent entendu ce mot, ils ne savent pas encore ce que c'est. Ils apprennent ce qu'on appelle aujourd'hui le consentement. Ce terme consentement m'emmerde de le dire. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais l'amour, est-ce que tu consens ou est-ce qu'au contraire tu désires? Est-ce que tu n'accueilles ça pas avec un immense plaisir? Consentir, c'est un mot très minimaliste. Oui, je consens à faire des papouilles ou à recevoir. Franchement, si l'amour c'était juste une histoire de consentement, ça serait quand même un peu triste. C'est tellement chouette, c'est tellement bon, c'est un des plaisirs que les humains ont, et pas tous, bien sûr il y a des exceptions, et les gens ont le droit d'avoir des exceptions. Mais comme ça, on peut parler aux enfants de ce que ça veut dire que faire l'amour. Et ensuite, ce que c'est que le viol. Ce qui veut dire qu'on n'a pas dit à l'enfant simplement tu diras non. Si tu veux dire à ton enfant, après avoir expliqué tout ça, et après lui avoir expliqué le code pénal, comme je disais très brièvement, tu dis à l'enfant, et tu sais, il y a des gens, des adultes, qui aiment faire ça aux enfants. Mais ça va pas du tout, et c'est interdit. Et donc, on va dire à l'enfant, pour des raisons stratégiques, il ne faut pas dire que les gens sont méchants, on va dire qu'ils sont malades. C'est pour des raisons stratégiques. Oui, parce qu'en fait, justement, ils font les gentils, justement, les abuseurs. Les gentils, mais si c'est le grand-père que tout le monde adore. Ah ouais. Le grand-père, je sais pas moi, le papa de monsieur. Le papa n'a jamais abusé de lui, mais sans doute de ses sœurs, s'il en avait. Il n'a aucune idée de ça la plupart du temps, parce que comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir toute une famille qui ne sait pas que le papa est en train d'abuser d'une des filles ou de toutes les filles. Est-ce que je disais ça maintenant? Oui, c'est stratégique parce que si on dit que le grand-père, tu viendras me le dire si quelqu'un de méchant te fait tel et tel geste sur ton corps et en citant les attouchements inadéquats. En fait, si la maman parle de ce grand-père que toute la famille adore, l'enfant va dire oh, mais c'est pas lui, il n'est pas méchant, il est très. C'est pas un méchant, ouais. Et donc, c'est des raisons stratégiques très simples qui font ça. C'est pas un diagnostic, c'est pas la vérité, si tu veux. Ok, ben rentrons un peu dans le sujet. En fait, finalement, ce que tu nous expliques, c'est que les premiers éducateurs, c'est les parents. Oui. C'est eux qui doivent d'abord parler de ça aux enfants, avec un langage très simple, comme tu le dis. Mais alors, pourquoi est-ce que les enfants, si on le fait, en général, on sait que les enfants n'osent pas parler. Tu as donné une explication. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Pourquoi les enfants ne parlent pas? Ben, comme tu sais, dans tous les traumas, tout trauma se solde par c'est ma faute et j'ai honte. Même le militaire dont le copain marche sur la mine et se tue ou perd ses jambes,
il va rester culpabilisé très longtemps du fait de ne pas avoir marché sur la mine. J'aurais pas dû l'amener là, on n'aurait pas dû passer par là. Même l'automobiliste qui fait un accident et le passager est mort, c'est ma faute, et pendant des années, il va se meurtrir. Donc, tous les traumas, de quelque sorte que ce soit, l'accouchement qui tourne mal pour des raisons totalement indépendantes de la parturiente, se termine par un changement cognitif, comme on appelle ça, qui est c'est ma faute, je suis coupable. Ça, c'est le premier niveau. Mais quand on prend connaissance, comme nous le faisons dans le traitement de tous les traumatisés qu'on a rencontrés depuis, ça fait plus de 40 ans maintenant, on est chaque fois frappé par l'élégance horrible du pédophile qui dit si tu le dis, je te tue. Ouais. Si tu le dis, je tue ton animal favori. C'est ça que tu appelles le cadenas, hein? Oui, les cadenas. Et donc, j'ai vu un homme qui a pris le petit hamster, non, c'était un Kobe d'une gamine, qui l'a mis sur la porte parce qu'elle elle voulait pas sortir de la toilette et il a planté son couteau au travers du Kobe sur la porte. Tu vois, ça, c'est exagéré. Mais un enfant tout petit qui se retrouve avec. Moi, j'en ai vu un autre, par exemple, la gamine a développé un cancer d'ailleurs. Il abusait de la meilleure amie de sa fille dans un petit cabanon en dehors de la maison. Un garage, un truc comme ça. Okay. Et il était très, très gentil. La seule chose qu'il faisait, c'est il montrait qu'il aimait les armes. C'était un collectionneur d'armes et il les mettait là. Et il disait simplement à sa fille et à la jeune fille, sa fille devait rester à côté pour assister aux ébats qu'il infligeait à sa meilleure amie. Et il disait simplement, j'aime ton ami et je t'aime, la petite fille en question, je t'aime très fort d'amour. C'est notre secret, il faut le garder. Et tu sais quoi? Et lui, il l'utilise dans l'autre sens. Tu sais quoi? Et si tu en parles, c'est moi qui irai en prison. Et je suis tellement gentil, tu vois. Plus pervers que ça, tu meurs. Mais je peux t'en donner jusqu'à la nuit tombée, hein, des exemples. Non, non, bien sûr, j'en vois aussi, effectivement. Et puis, il y a aussi l'amnésie aussi. Et alors, effectivement, tu as bien raison de le rappeler. Un des phénomènes principaux dans les traumas, c'est l'amnésie. L'amnésie des enfants comme chez les adultes, c'est une protection hypnotique. Un bricolage que l'inconscient nous offre pour nous faire oublier quelque chose qui est pourtant bien présent. Et effectivement, il n'y a que les gens qui n'y connaissent rien, comme les détracteurs, ceux qui parlent des faux souvenirs, etc. Et il y en a quelques-uns qui sont, je ne sais pas par qui ils sont payés, mais ils m'étonnent beaucoup parce qu'ils disent exactement tous les mêmes propos. On dirait qu'ils sont allés à la même école, comme je te disais il y a quelque temps. Et donc, c'est des gens qui n'y connaissent rien, mais qui surtout sont là pour essayer de faire croire que l'amnésie, quand on retrouve un souvenir, c'est faux. Et effectivement, tu trouves des gens qu'on rencontre en thérapie à 25, à 35, à 40, à 50 ans, 60, 70, 80. Tous les gens que je forme, il y en a beaucoup qui travaillent dans les EHPAD, comme on dit en France, ou dans et tu vois vraiment que très souvent, les gens se libèrent enfin à 80 ans juste parce que la mort n'est pas loin, tu vois. Ouais. Et ils osent enfin en parler et des choses comme ça. Mais donc, ça veut dire qu'effectivement, l'amnésie traumatique est extrêmement puissante. Mais avec la psychothérapie du trauma réassociative, on lève ces amnésies et les gens retrouvent des tas de choses. Et donc, tu as raison de rappeler que un des fonctionnements protecteurs, qui est un fonctionnement hypnotique, c'est l'oubli. Et c'est pour ça que souvent, on dit en PTR, on ne fait pas d'hypnose. On enlève l'hypnose dans laquelle les gens se trouvent. Ouais, c'est ça. Il y a longtemps qu'ils sont coincés dedans. Oui, puis est-ce que tu peux aussi parler peut-être pour déculpabiliser pas mal de personnes qui ont été victimes d'abus et qui finalement, de manière très perverse, l'abuseur a réussi à créer une sorte de plaisir sexuel mécanique. Ah, là tu touches un domaine qui est très délicat, qui est très... Bon, moi je forme plein de gens à le faire, je vois très bien qu'ils ont beau être psychothérapeutes, médecins, psychologues, etc. Ils en ont normalement entendu pas mal, mais ce que j'ai nommé étrangement la dentelle de l'horreur, c'est le fait que il y a eu du plaisir, mais tu vois, et tu dois employer ce fameux geste pour bien montrer qu'il s'agit d'un plaisir sexuel involontaire. Si je te frappe la cuisse, tu as mal, d'accord? Et si quelqu'un te caresse le sexe, ah bah, tu vas avoir du plaisir, même si la personne qui te fait, et les garçons, c'est assez étonnant, dès qu'il y a une érection, il y a une sensation de plaisir. Donc, dès qu'un pédophile le force et le touche, il va y avoir une réaction. Le garçon va avoir plus facilement du plaisir, si j'ose dire, que la fille. Mais il y a des pédophiles qui s'occupent des filles uniquement, ou de manière privilégiée ou non, qui ont l'habitude de faire un truc, on parle de distorsion cognitive du pédophile, qui est aimer ou penser, ou c'est surtout aimer
penser que l'enfant aime ça, tu vois. Hmm. Ils s'amusent pour leur plaisir immédiat et pour coincer l'enfant dans la culpabilité, à le caresser de manière adéquate sur le clitoris, vaginalement, sur le pénis, etc., jusqu'à obtenir des sensations de plaisir très fortes et très intéressantes. Il faut savoir, un enfant qui est stimulé sexuellement très prématurément va faire beaucoup plus tôt que les autres des orgasmes. Et c'est Ouais. intéressant d'utiliser le terme orgasme parce que ça arrive. Hein, tu peux vraiment avoir la réaction et tu peux même avoir un petit garçon qui va fabriquer du sperme beaucoup plus tôt que prévu. Ah, ok. Et la Ouais. petite fille, elle, va être capable de faire des enfants beaucoup plus tôt que prévu. Si on Hmm. est stimulé comme ça encore et encore. Et donc, on va avoir des gens qui vont avoir une culpabilité immense. Et si, par exemple, les personnes ont oublié se souviennent avoir été abusés et il y a de l'amnésie sur certaines choses, par exemple, l'amnésie va se faire sur cet organe ou sur cette sensation Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, et puis il y a un côté très pervers aussi, si je me permets, c'est que dans l'éducation sexuelle actuelle, qui est basée sur les recommandations de l'OMS, notamment sur le fameux rapport Kinsey, où ce chercheur, qui a été très décrié depuis, hein, ouais, et qui il créait des plaisirs, des orgasmes mécaniques, c'était presque des viols sur des enfants. et Et des bébés même. de là, c'est basé toute une théorie, en fait, sur laquelle qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, en fait. Tout à fait. Tout Ouais. à fait. Et tu vois vraiment, en plus que quand on analyse ces recherches de près, il paraît que dès qu'il avait des réactions de corps qui bougeaient sur des bébés tout petits, hein, qui ne savaient même pas C'était encore un bouger, orgasme pour lui, c'est il ça. interprétait tout de suite ça comme organe. Enfin bon, c'est vraiment Même étonnant. pour lui, un enfant qui hurlait ou qui se débattait, il ressentait du plaisir. Enfin voilà, c'était n'importe quoi. Et c'est fou, c'est que l'OMS se base encore là-dessus aujourd'hui. Et donc c'est bien de le dénoncer, mais je sais que tu le fais. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que les adultes... Je reviens à cette question de base. Donc l'enfant, on lui donne le langage pour qu'il puisse s'exprimer. Mais pourquoi les adultes, je reviens à ça, et tu parlais du Rubicon, mais pourquoi les adultes ne voient pas, au fond? Pourquoi ils ne voient pas? Euh, Oui. Ça, il faut vraiment arrêter de leur lancer la pierre. Il y a par exemple dans le monde des psychologues, autrefois, j'espère que ça a évolué, beaucoup de psychologues, tout de suite, dans les services sociaux, légaux, etc., si tu as un enfant abusé, la maman a fermé les yeux. Elle est dedans, elle est dans le coup. Et beaucoup d'enfants le vivent comme ça. Je pourrais l'expliquer après. Hum, Pourquoi? hum, Mais en fait, les statistiques faites par des gens extrêmement sérieux comme Finkelor, etc., ce sont des chercheurs anglo-saxons, canadiens et américains qui font ok. des recherches sur ça et donc qui s'aperçoivent que c'est tout à fait faux. C'est 75 ou 80% des situations où la mère n'est pas du tout au courant. Je t'ai parlé de celle qui dormait parce Oui, que oui, la oui, petite oui. Xanax avant d'aller dormir pendant le souper. Mais il y a toutes les autres, toutes les manières de rassurer les mamans. Et il y a une chose qui est très importante. Tu as des pervers sexuels tellement tordus qu'ils menacent les enfants au cas où ils manifestent des symptômes. Ah oui, oui. C'est fabuleux. Ouais, Ça, il faut que tu vois ce qu'on dit ici pour que les gens prennent le courage de franchir ce Rubicon, qui va d'ailleurs les aider beaucoup quand l'enfant va devenir adolescent, parce qu'ils vont parler de sexualité de manière respectueuse et beaucoup plus facile, parce que les parents auront déjà commencé à le faire. Pourquoi ils ne le voient, pourquoi ils ne le voient pas? Ben, ouais. parce qu'en fait, tu vois, on dit toujours, oui, mais vous allez le savoir, l'enfant va mal à l'école, il devient violent, il devient méchant, désagréable, il pleure. En fait, les symptômes de d'un enfant qui est abusé, c'est toute la palette des symptômes de la santé mentale. Et moi, je Ouais. me souviens d'une personne qui avait été abusée par accroche-toi bien, par un médecin qui était un de ces médecins qui s'occupe de l'inspection médicale scolaire. Hum. Tous les gens que j'ai rencontrés qui ont eu ce bonhomme sur eux se sont tous souvenus que dans les inspections, ils touchaient le sexe du gamin comme des filles. Vraiment pour voir si ça fonctionnait bien et puis masturber un peu le gamin pour voir s'il y avait des érections, etc. Mais une personne a été opérée, je crois, par lui, dans l'hôpital où il travaillait, et il abusait d'elle avec des sodomies très puissantes d'une gamine de l'âge de l'école primaire, qui m'expliquait d'ailleurs comment elle faisait, parce que c'était tous les samedis. Et après une Hum. chirurgie, en fait, il avait séduit la maman, il fallait ramener la petite fille pour voir si la maladie, après la chirurgie, n'était plus là, etc. Et il emballait ça sur son attitude docte et autoritaire, mais en expliquant, en justifiant ça avec de la pseudo-médecine. Et donc, cette gamine est, pour répondre à ta question, c'est très intéressant. On dit souvent, les enfants à l'école, ça va être la catastrophe. Et elle me disait,
pour oublier ce qui s'était passé, qui venait de se terminer, qui me faisait chaque fois terriblement mal. La maman restait dans la salle d'attente. Euh, Dès que je sortais du cabinet, je faisais une amnésie jusqu'au samedi d'après. D'accord? Ouais, Et elle me d'accord. disait pour mieux, elle s'était rendue compte de ça, pour mieux permettre cette amnésie, elle disait je me plongeais dans les devoirs de l'école. Elle a passé sa vie C'est ça, c'est la ça. première de classe partout, jusqu'à l'université, plusieurs diplômes de haut niveau, au point d'être la grande patronne d'une Ouais, multinationale ouais. d'origine canadienne, je crois, qu'elle dirige sur toute l'Europe et l'Asie. Tu t'imagines? Ok, donc dans ce cas-là, c'était presque impossible de le voir. Effectivement, Oui, alors finalement, la prévention, c'est le plus important. Parce oui, que si, en t'écoutant, les parents avaient pu avoir ce langage très simple, en absolument. suivant le code pénal, ce serait peut-être, l'enfant aurait pu avoir les ressources pour comprendre que ça n'allait pas. Et C'est ça. c'est ça, Parce qu'en fait, comme tu le dis bien, il n'a pas le code pénal, il n'a pas l'information sur c'est quoi la sexualité adéquate. c'est ça. Et si tu commences à dire qu'elle est adéquate et qu'elle est tellement bonne et qu'elle est respectueuse, qu'elle est bien quand elle fait dans le respect et l'amour, tu n'as aucun trauma de parler de sexualité d'adulte à un enfant. Parce que c'est ça qu'on critique aujourd'hui à juste titre. C'est de dire, Hmm. effectivement, on commence à parler aux enfants de les se masturber, apparemment de se montrer le sexe les uns C'est les autres, ça. et des histoires comme ça. Ouais. Et donc, Oui, c'est voilà. ça. Et J'en après, on dit toujours aux enfants, et vous allez voir, cette sexualité d'adulte, ça sera pour vous, mais plus tard. ouais, ouais, On peut ouais. remettre les interdits. Il n'y a pas de mal, que du contraire. D'ailleurs, en parlant de pédophilie, en disant on va arrêter ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a dit exagérément aux enfants, tu peux dire non. En fait, c'est la catastrophe quand les enfants font ça, parce que le pédophile, souvent, il passe à un degré supérieur de violence. C'est ce que les Hmm. Canadiens se sont aperçus très vite. Mais le Hmm. film Ton corps, c'est ton corps était passé en Europe. Et en Belgique, on l'a passé encore et encore. Donc, sans dire quelle est la plainte réelle et spécifique qui est la sexualité, on disait aux enfants, si on te fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux dire non. D'accord? En fait, on devrait avoir des enfants qui ont terminé l'université parce qu'il faudrait leur dire, en fait, sémantiquement, mon petit bonhomme, sache que tu pourrais toujours tenter de dire non à ce monsieur. Mais il faudrait quand même que les adultes se foutent dans la caboche une fois pour toutes. Que pour faire arrêter un adulte qui Bah abuse ouais. d'un enfant, il faut au minimum un autre adulte, si pas deux ou trois Hmm. et le juriste du coin, quoi, et l'avocat et le magistrat, s'ils ne sont pas pédophiles eux-mêmes et qu'ils font leur travail. Mais ça, c'est un autre problème. Le problème auquel nous trouvons de plus en plus une solution maintenant de nos jours, Eric, c'est cette multiplication de faits divers qui ont débordé. Ça a commencé par Dutroux. Mon bouquin, quand Dutroux a été attrapé, boum, il y a eu un succès de vente. Mais dès que le fait divers n'a plus son importance dans les médias, vous, ça s'arrête. Tu vois toutes ces dérives avec euh, cette hypersexualisation, cette éducation sexuelle, notamment avec cette théorie du genre, où on voit des dérives, où on voit des enfants qui, à la cour ensuite, à l'école, vont mimer une fellation dans les toilettes, des choses comme ça, vont parfois se sentir très mal avec ça, ne pas comprendre ou être traumatisés en fait par ça en fait. L'hypersexualisation, elle est dans les médias, hein, elle est partout. Et tout d'un coup, à la RTBF, on a vu des soirées entières de concours de drag queen et de machins comme ça. Oui, oui, oui. Et puis Barbu, paf. le premier contact avec la pornographie, ça se fait. Excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Le premier contact avec la pornographie, le YouPorn, par exemple, sur Internet, ça se fait à 9 ans, apparemment. Dès la première fois. C'est Oui. tôt. Et la première thérapeute qui intervient dans les écoles me disait, c'est vraiment marrant, parce qu'il y a 10 ans, ou il y a 5 ou 10 ans, c'était vraiment une demande très forte des enfants de pouvoir parler de la pornographie. Et elle dit, maintenant, ça baisse. C'est comme OK. si il y a une vague, en tout cas dans ce coin de Belgique, où il y a une vague descendante de l'intérêt pour la pornographie et donc de moins de curiosité par rapport. Mais tu as raison, effectivement. Et c'est comme avec les pédophiles. Ils sont là, il vaut mieux s'en prévenir. Ce qui est intéressant dans mon petit bouquin et dans cette nouvelle préface, c'est de dire aussi il y a de la pornographie et ça serait intéressant de le prévenir. Comment le fait-on? Tu sais quoi? Si tu as des enfants, tu en as une, Hmm. tu en as une. Ouais, ouais. Ben, tu vas parler de sexualité chouette.
qui veut dire que le jour où, comme tu sais, ma fille, elle était haute comme trois pommes, Lola, et elle a une très très bonne amie, qu'elles sont copines en classe depuis la première primaire. Et toute petite, moi, ma fille était une grosse tête, comme je l'appelais, et très vite, je lui offre un ordinateur. Et elle fait des merveilles, des dessins et des trucs, etc. Et évidemment, du haut de leur âge et de leur intérêt, elles sont intéressées par une sucette. Alors elles tapent sur l'ordinateur. Tu t'imagines sur quoi elles tombent. Ouais. Donc ça veut dire que on avait déjà parlé d'une sexualité chouette et de gestes éventuellement, mais là on n'avait pas parlé de gestes de fellation, mais là elle envoie. Ah ben on continue et on explique gentiment et tu as un Hmm. apaisement immédiat et parce que l'enfant remet la pornographie qui est une sorte de commerce dans lequel tout le monde a Ouais. des élites de cheval ou un truc comme ça. Et donc, quand tu as bien préparé ton enfant à parler d'une sexualité chouette, ça fait quasiment aucun dégât, c'est amorti, c'est prévenu, c'est tout. Ouais, écoute, c'est magnifique. Merci pour cette interview, Gérald, parce que c'est vraiment plein de bon sens. Et puis moi, j'espère que tu seras entendu, ton livre sera encore plus Et je diffusé et voudrais dans les médias. juste rajouter une chose, Eric, si tu veux bien. Bien Ce que je sûr. pense qui est important dans mon bouquin, c'est que si les parents font ça, ils vont aussi prévenir les éventuels professeurs ou les éventuels intervenants dans les écoles qui vont arriver avec les Hmm. propos de l'OMS ou je ne sais trop quoi qui parleraient de changement de sexe. C'est la même chose. Tu vas pouvoir avoir des enfants qui vont dire, ah bon, ah oui, ça existe aussi. Mais ils vont resituer dans le cadre général de la Hmm. sexualité Hmm. positive, agréable et amoureuse et tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Bah, espérons aussi que ce livre soit plus connu et lu aussi par les professeurs à l'école. Ce serait vraiment intéressant, en plus des parents. Les parents, c'est quand même la première cible. Je te laisse le mot de la fin si tu veux encore dire quelque chose. En tout cas, cette interview était déjà très très riche, mais je sais pas si encore un dernier mot peut-être. Mais comme tu sais, je donne cours à plein de psychologues et parfois je suis tellement étonné, surpris par la bêtise des gens. Parce que l'autre jour, j'ai regardé une émission sur un truc de curé français dans le nord de la France, tout près de chez nous, tout près de la Belgique. Et tu vois tous des scouts qui sont mis là-dedans et qui Ouais, vont endurer les pires tortures de la part de curés ou de moines qui s'occupent de ce bazar-là. Et tu as même ces enfants qui sont devenus adultes, qui parlent et qui témoignent et qui disent, quand j'étais enfant, j'ai dit ça et ça à mes parents. Et tu as même des parents qui disent, ben oui, notre fils nous a dit ça et ça. Mais je ne pouvais pas le croire. Pourquoi? ah, ouais. Parce que les braves curés, c'est des gens bien. Parce que, j'ai envie de le rappeler, un psychopathe au niveau de la psychologie, quand on leur fait passer un Rorschach, à quoi est-ce qu'on le reconnaît? C'est que précisément, il a l'air juste un peu trop normal. Ouais, Et qui est d'accord. capable de trouver que quelqu'un qui est très gentil est un peu trop gentil ou un peu trop normal. Et donc, Hmm. il ne sert à rien de partir à la chasse aux pédophiles. Il suffit surtout de prévenir nos enfants de manière chouette qui ne va pas les traumatiser. Et parfois, il y a même des gens, j'ai un jour entendu quelqu'un qui me dit, oui, mais si vous faites parler les parents à des enfants, ça va être euh, incestuel. Tu vois, comme si un papa et une maman qui parlent de sexualité à l'enfant, Ouais, c'est un rapport avec l'inceste et oedipien, si tu veux. Feu, mon ami Thierry Melchior, a un jour dit, c'était un des premiers que j'ai pris comme collaborateur en 1985 pour créer l'école. Je donnais les cours tout seul, et puis j'ai eu Thierry Melchior, qui est un monsieur qui a écrit plusieurs bouquins ouais. sur l'hypnose, qui disait, en fait, j'aimais beaucoup, c'était un féru de lecture freudienne et lacanienne, et il venait de ça, et il disait, en fait, après avoir appris l'hypnose, il disait, en fait, la notion d'Oedipe, pour lui, c'est le coup hypnotique, c'est la suggestion hypnotique la plus importante du Ah, ok, XXe pas siècle. mal, pas mal. Et parce qu'effectivement, quoi, c'est quoi ce bazar? Qui y croit encore? Il faut être un freudien moyenâgeux pour continuer. On peut peut-être le prendre à un niveau symbolique, peut-être, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Et Ouais, donc, ouais. effectivement, est-ce que franchement, des parents qui vont parler de sexualité positive à leurs gosses sont incestueux? C'est juste l'inverse, hein. Et Ouais, exactement. si une maman ne sait pas que son nouvel amant qui vit à la maison, le beau-père des enfants, va abuser à partir du moment où elle va parler de sexualité adéquate et inadéquate à ses enfants avec le bonhomme à côté, mais c'est juste l'inverse. Elle va Hmm. bloquer toute possibilité. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Je trouve ton livre d'utilité publique, hein, surtout avec ce Ah que tu oui. viens de dire en plus, et j'espère que il sera de plus en plus connu. En tout cas, merci pour ce message Il va être important. il va être traduit et aussi sur Facebook en anglais, en néerlandais, en italien, en russe et en allemand. Oui, et en arabe aussi, je pense qu'il est traduit. Il est déjà en arabe et en espagnol. Oui, Merci. incroyable. Et puis j'ai vu les commentaires aussi des gens qui l'ont lu, qui disent, ah, mais si j'avais su, si j'avais pu le lire plus tôt, ça aurait été T'as magnifique. vu ça? Mais Ouais, je n'ai ouais, pu en voir qu'un seul, moi, de commentaire. Je voyais qu'il y en avait plusieurs, mais je ne savais pas ouais. aller le. Donc encore, merci beaucoup pour prendre ton temps pour ce message éclairant et pour cette interview. Je te souhaite une belle journée, Gérald. Merci Eric, à bientôt. Merci. Au revoir. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.